Bonjour, c'est donc ici, à l'Observatoire de Meudon, que nous allons nous lancer dans une aventure passionnante, un magazine mensuel d'astronomie. Alors pourquoi un magazine sur l'astronomie? Eh bien, pour l'astronomie, ce n'est pas seulement émerveiller devant les beautés d'un site étoilé, mais c'est aussi comprendre que nous sommes sur une petite planète qui est le Soleil, que le Soleil n'est qu'une étoile parmi d'autres étoiles de notre galaxie, et que cette galaxie n'est qu'une parmi les milliards d'autres galaxies qui peuplent l'univers tout entier. Quoi? Où? Comment? Quand? Autant de questions auxquelles les astronomes s'efforcent de répondre. Étoiles, constellations, Aldébaran-la Rouge, la nébuleuse d'Andromède. Autant de termes que nous aurons à définir. Voir ne suffit pas. Nous voulons aussi savoir et comprendre. Et c'est cette option que nous allons vous partager. Chaque mois, nous nous trouverons ici, en compagnie de Véronique. Et de Jean-Pierre Luminet, qui est astrophysicien et directeur de recherche au CNRS. Oui, alors Hubert, on est vraiment très content que tu sois avec nous pour cette première émission, d'autant plus que tu es aussi le parrain de notre magazine sur l'astronomie. Tu peux nous dire quelques mots? Ça me fait plaisir de parrainer ce magazine télévisé. Je pense qu'il n'y en a pas beaucoup sur nos circuits télévisés et que beaucoup de gens les attendent. Donc je leur souhaite le meilleur succès. Merci. Alors c'est à toi que revient l'honneur de lancer non pas la fusée, mais l'ouverture du cimier, enfin du volet de la coupole. Hubert, tu es prêt? Je suis prêt. 3, 2, 1, c'est parti. Voilà, avec l'ouverture de ce volet qu'on appelle aussi un cimier, la lumière inonde l'intérieur de la coupole et éclaire le plateau de notre magazine. La lumière, messager de l'information en provenance des astres, est au cœur de toutes les activités des astronomes. Ce sera donc le thème de notre première émission, la lumière dans tous ses états. Et tout de suite, le sommaire. Pour ce premier numéro, nous n'allons pas seulement vous présenter la lumière dans tous ses états. Nous allons aussi vous montrer des hommes qui ont inventé des instruments pour observer le ciel. Et nous découvrirons comment nous pouvons voir l'invisible. Nous ferons aussi le point sur les éphémérides du mois et nous demanderons à Marie-Christine Barrault et à d'autres de nous raconter leurs souvenirs d'étoiles. Yves Delay nous présentera les dernières nouveautés du mois et Jean-Marc nous fera découvrir le passionnant métier des polisseurs de miroirs. Mais en attendant, nous allons découvrir l'actualité du ciel et des étoiles. Il y a 20 ans, la mission Apollo emmenait le premier homme se promener sur la Lune sans pour autant répondre à toutes les questions que l'on pouvait se poser. Aujourd'hui, la sonde spatiale Clémentine, après 2 mois de travail et 1 million de photographies du sol lunaire, nous fait découvrir une nouvelle vision de la face cachée de notre satellite. Cette face cachée nous montre un cratère gigantesque de 8 km de profondeur sur 2500 km de large. Oui, aucun cratère de cette envergure n'existe ailleurs dans le système solaire. Il a été creusé il y a 4 milliards d'années par un astéroïde de 200 km de diamètre. Et le choc a été si violent que les parois du cratère forment encore aujourd'hui la plus haute montagne de notre satellite. Malgré d'importantes restrictions budgétaires, la NASA continue de programmer des missions spatiales. Au début de l'année, on a désigné le successeur de Clémentine. Il s'appellera Lunar Prospector. Oui, et parmi les objectifs de cette future mission, on retiendra surtout une prospection minutieuse du sol lunaire. Existe-t-il de la glace comme sur d'autres planètes du système solaire? C'est l'une des nombreuses questions que l'on se pose. Les chercheurs sont aussi à l'affût d'une activité tectonique possible de la croûte. Si sur Terre nous sommes tous liés au cycle naturel de la vie et de la mort, il en est de même pour l'univers. Une étoile, par exemple, naît, évolue, puis meurt. Et si sa masse est comparable à celle de notre Soleil,
eh bien son agonie sera particulièrement lente. Progressivement, l'étoile expulse dans le cosmos sa propre matière pour former ce que les astrophysiciens appellent une nébuleuse planétaire. Oui, cette photographie que vous voyez là a été prise par le télescope spatial Hubble. C'est la nébuleuse planétaire Œil de chat. Celle-ci est particulièrement spectaculaire par sa forme et ses couleurs, puisque le gaz éjecté, qui est chauffé par l'étoile centrale en contraction lente, prend alors des teintes magnifiques qui sont le reflet de la composition chimique de l'étoile. Oui, c'est une très belle photo. Alors voici donc le destin qui attend notre Soleil dans 4 milliards d'années. On vient de découvrir de l'oxygène dans l'atmosphère d'Europa, l'un des plus gros satellites de Jupiter. Les chercheurs ont tout de suite déclaré qu'il ne pouvait en aucun cas s'agir d'une manifestation de la vie. Ce phénomène proviendrait plutôt du champ magnétique particulièrement intense de la planète géante. D'après les spécialistes, en effet, le champ magnétique accélère des particules cosmiques qui, en s'écrasant sur le sol, cassent les molécules d'eau pour former un peu d'oxygène. Mais on est encore loin des conditions initiales qui pourraient être à l'origine de la vie. Toujours dans l'espoir de déceler des conditions favorables à l'éclosion de la vie, les astronomes se sont mis à observer une étoile très particulière qu'on appelle Beta Pictoris. Elle se situe dans la constellation du Peintre. Cette étoile qui ressemble à notre Soleil est entourée d'un gigantesque disque de poussière dans lequel il pourrait y avoir des planètes en formation. Grâce aux longueurs d'onde infrarouges, on a même observé des objets tombant en chute libre sur l'étoile. Et on se demande s'il ne pourrait pas s'agir de comètes. Oui, pour expliquer le mouvement de ces objets volants identifiés, les scientifiques ont pu établir par le calcul que cela nécessitait l'existence de grosses planètes déjà formées. Nous sommes donc peut-être en train d'assister à la naissance d'un nouveau système solaire semblable au nôtre. Pour faire face à la crise mondiale des ressources en énergie, certains pensent que la solution pourrait venir de l'espace. Pourquoi pas se rendre sur l'un des astéroïdes qui gravitent à proximité de la Terre pour en extraire du minerai? Voici la dernière trouvaille de quelques astrogéologues qui envisagent d'ores et déjà de se rendre sur place. Pourquoi pas, en effet, les astéroïdes contiennent des quantités absolument gigantesques de métaux précieux, comme le platine ou le rubidium. Ils se chiffrent en centaines de milliers de tonnes. Un Américain, Jeffrey Cargill, a récemment publié les résultats d'une étude sur ce projet un peu fou, mais réalisable, qui consiste à exploiter le minerai de ces rochers volants. Et de telles missions pourraient voir le jour vers l'an 2020. Patience. La lumière, à la fois omniprésente et impalpable, a toujours été source d'interrogations et de mystères. À la fin du XVIIe siècle, c'est le physicien anglais Isaac Newton qui le premier a découvert la nature physique de la lumière. Écoutez ce que Voltaire, grand admirateur de Newton, a écrit en 1734. Il semblait aux plus sages que c'était une témérité d'oser seulement songer qu'on pût deviner par quelle loi les corps célestes se meuvent et comment la lumière agit. Galilée, par ses découvertes astronomiques, Kepler, par ses calculs, Descartes, au moins dans sa dioptrique, et Newton, dans tous ses ouvrages, ont vu la mécanique des ressorts du monde. Ce que Newton a découvert sur la lumière est digne de tout ce que la curiosité des hommes pouvait attendre de plus hardi après tant de nouveautés. Newton, avec le seul secours du prisme, a démontré aux yeux que la lumière est un amas de rayons colorés qui, tous ensemble, donnent la couleur blanche. Un seul rayon est divisé par lui en 7 rayons, qui viennent tous se placer sur un linge ou sur un papier blanc, dans leur ordre, l'un au-dessus de l'autre et à d'inégales distances. Le premier est couleur de feu, le second citron, le troisième jaune, le quatrième vert, le cinquième bleu, le sixième indigo, le septième violet. Chacun de ces rayons, tamisé ensuite par 100 autres prismes, ne changera jamais la couleur qu'il porte. De même qu'un or épuré ne change plus dans les creusets. Avec Newton commence donc la spectroscopie, c'est-à-dire l'analyse du spectre de la lumière décomposé en ses différentes couleurs, ses différentes longueurs d'onde. Mais il faut attendre le début du XIXe siècle et le physicien autrichien Joseph Fraunhofer pour s'apercevoir que si l'on remplace la simple lumière blanche ici par la lumière d'une étoile, par exemple le Soleil, alors le spectre obtenu ne se réduit pas seulement à l'arc-en-ciel continu, mais également à un ensemble de fines raies sombres qui se superposent à l'arc-en-ciel. Ces raies sombres s'appellent des raies d'absorption et signalent en fait la présence dans l'atmosphère de l'étoile d'éléments chimiques particuliers. L'ensemble de ces raies sombres
forment une véritable signature de la constitution chimique de l'étoile. Chaque étoile a sa propre signature spectrale. Nous sommes maintenant à la fin du XIXe siècle, à l'époque même où cet observatoire a été construit, et dès lors les astronomes possèdent une clé leur permettant de déchiffrer le message secret des étoiles, leur permettant de mieux comprendre la nature physique et chimique des étoiles. Autrement dit, de faire non plus seulement de l'astronomie, mais de l'astrophysique. Jean-Pierre, tu nous parles de la lumière visible, c'est une chose, mais qu'en est-il, Hubert, de tout ce qu'on ne voit pas, c'est-à-dire de la lumière invisible? Eh bien là, la science moderne nous a réservé des surprises tout à fait intéressantes. Elle nous a fait découvrir des aspects de la physionomie de notre Soleil qui sont fort différentes de celles que nous connaissons depuis très longtemps et nos ancêtres. Bien sûr, nous sommes familiers à cette image du Soleil visible qui est, comme on le voit sur cette photo, une image assez régulière avec quelques taches cependant, quelques taches qui se déplacent avec la rotation du Soleil. Mais quand on le regarde avec des longueurs d'onde plus longues, par exemple les ondes radio, eh bien nous avons cette image où on voit encore une fois une région, une surface assez régulière, mais quand même des taches importantes qui manifestent des régions où il se passe des choses intéressantes. Et puis on change de longueur d'onde et on revient maintenant vers l'ultraviolet. Alors là, dans l'ultraviolet, vous avez cette image très colorée. Évidemment, il s'agit de fausses couleurs, mais là aussi, ça nous montre des variations de température, de pression, de densité. Et quand on passe à des longueurs d'onde encore plus courtes, les rayons X, alors là, ça n'a plus rien à voir avec ce que nous connaissons de notre Soleil familier. Il n'est même plus circulaire. C'est une espèce de grande bande avec des taches, avec des régions qui sont extrêmement actives et qui manifestent des événements d'une très grande violence. Et quand on regarde la Voie lactée, le phénomène est-il semblable? Oui, il faut rappeler que la Voie lactée, c'est cette grande bande lumineuse qui passe au-dessus de nos têtes en été et qui est en fait le plan de la galaxie. Quand on regarde la Voie lactée, on regarde dans le plan, dans le disque de notre galaxie. Alors maintenant, regardons la Voie lactée dans une autre longueur d'onde. Cette fois, nous allons dans les ondes radio assez longues. Là, on est autour de 73 cm. Et la Voie lactée devient cette grande bande horizontale. Encore une fois, les couleurs sont de fausses couleurs. Mais on voit par exemple cette espèce d'éperon qui part vers le bas ici et qui est probablement dû au fait qu'une supernova a éclaté et qui a projeté dans l'espace cette matière qui sort de la galaxie, qui sort du plan de la galaxie. Et puis, on va passer maintenant à des longueurs d'onde différentes. Ça, on arrive maintenant dans l'infrarouge. En infrarouge, là, c'est autre chose que ça nous indique. L'infrarouge manifeste surtout la présence d'étoiles en formation, de grands nuages de matière et de poussière qui émettent beaucoup dans cette bande. Donc, on voit bien là que les étoiles se forment surtout dans le plan de la galaxie. Ce sont là les fameuses pouponnières d'étoiles qui font ces nouvelles étoiles chaque année. Nous arrivons dans le domaine X. Eh bien là, ça n'est plus la Voie lactée très régulière qu'on l'avait avant. C'est un ensemble de points. Ces points sont des lieux où se passent des événements d'une grande violence, des explosions de supernovas ou des émissions qui font intervenir des particules très énergétiques. Et c'est pour ça que c'est plus granulaire, ça n'a plus la bande générale qu'on a vue auparavant. Et puis maintenant, nous allons passer à l'extrême dans le domaine des rayons gamma. Alors là, vraiment, ce sont des énergies de millions d'électronvolts, des phénomènes thermonucléaires. Et là, on voit encore une fois que le plan de la Voie lactée était présent. Ce sont des phénomènes reliés à la mort des étoiles, à l'élection d'éléments radioactifs. Donc, encore une fois, une véritable radioscopie qu'on peut faire de la Voie lactée en la regardant sous toutes les longueurs d'onde. À chaque fois, on trouve des aspects nouveaux qui nous permettent de reconstituer les événements qui se passent dans notre Voie lactée. Existe-t-il des astres qu'on ne peut voir que dans une seule gamme de longueurs d'onde? Oui, ce qui est intéressant dans cette capacité d'étudier le ciel en différentes longueurs d'onde, c'est qu'on a pu découvrir des astres qui étaient totalement invisibles à l'œil nu et qui n'émettent que sur une certaine gamme de longueurs d'onde. Et par exemple, ces images qui représentent des proto-étoiles, des embryons d'étoiles qui fouillent très profondément dans des nuages moléculaires, et on ne peut pas les voir autrement qu'en infrarouge. C'est une façon d'ausculter, de faire une radioscopie de ces nuages sombres et de voir ce qu'ils ont dans le ventre, si on peut dire.
De la même façon, ces objets qu'on voit ici, ce sont deux sources X qui ont été détectées par le satellite Sigma, dont on a toute raison de penser que ce sont des candidats trous noirs, c'est-à-dire cette lumière est émise par des phénomènes qui sont au voisinage de trous noirs, et ces objets ne sont visibles que dans le domaine du rayonnement X. Et là, nous avons cette fameuse photo de Kobe, c'est cette photo qui nous vient du fond des âges, qui nous dit ce qu'était l'état de l'univers il y a plus de 15 milliards d'années, document particulièrement intéressant. Eh bien, ce rayonnement émis au tout début de l'univers a été émis en rouge, mais aujourd'hui, il nous arrive dans un domaine de radio millimétrique que nous appelons des micro-ondes, très voisins de ce que nous utilisons pour les fours à micro-ondes, et ça n'est que dans cette longueur d'onde qu'on peut le détecter. Donc ces objets nous sont totalement invisibles si nous n'avions pas cette possibilité de choisir précisément de les détecter dans le domaine où ils émettent. Si vous avez bien suivi les explications de Hubert, nous avons glissé une petite erreur dans la maquette du spectre. Alors si vous ne l'avez pas encore retrouvée, cherchez-la, je vous donnerai la réponse tout à l'heure. Voilà, on a découvert au début du siècle que la lumière se comporte à la fois comme une onde, mais aussi comme un ensemble de petits corpuscules, ces fameux photons. Alors les photons sont en fait des paquets d'énergie. Et ces paquets d'énergie dépendent de la longueur d'onde. Par exemple, les photons du rayonnement radio transportent peu d'énergie, tandis que les photons de rayonnement X et gamma transportent tellement d'énergie qu'ils sont capables, par exemple, de percer des plaques d'acier blindées. Et si tu me demandes à quoi ça sert tout cela, de savoir si la lumière est à la fois onde et corpuscule, eh bien ça sert constamment dans la vie de tous les jours. Quand on ouvre le bouton du poste de radio ou de télévision, on reçoit des ondes radio. Lorsqu'on branche le four micro-ondes, on engendre de la lumière qui est située entre la radio et l'infrarouge. Lorsque on est malade, par exemple, on ne se sent pas très bien, on va chez le médecin, on se fait faire une radiographie, eh bien on reçoit une bonne dose de rayons X qui traverse notre chair mais qui s'arrête sur le squelette et on voit donc l'image du squelette. Bien, tout ça est extraordinaire. Il y a 100 ans, on découvrait l'existence de la lumière invisible et pourtant c'est toujours la lumière visible qui nous touche. Qui n'a jamais été sensible à la beauté d'un ciel? Et on a tous dans la tête un souvenir d'étoiles. Eh bien, je dirais que je suis un peu comme tout le monde. J'ai passé beaucoup de temps, petite fille, adolescente, à regarder les ciels étoilés et à rêver aux étoiles, et à me demander ce qui se passait là-haut, et à demander le nom des étoiles, que j'oublie d'ailleurs très très vite, aussi vite qu'on me l'a dit. Il y avait une expansion de l'univers, il y avait les galaxies s'éloignaient, elles n'avaient pas toujours été au même endroit, et je me suis aperçue que c'était très rassurant, et que je pouvais regarder le ciel sans être oppressée. J'ai un souvenir de ciel étoilé qui m'a beaucoup marqué parce que c'était très particulier. C'était en Australie, durant un tournage. J'étais dans le désert australien et je passais presque toutes les nuits à regarder les étoiles. Et j'étais stupéfaite à la fois du nombre d'étoiles et de la profusion d'étoiles et surtout de la proximité des étoiles. Et alors comme je suis totalement inculte et que dans ma tête tout est possible, je finissais par me dire peut-être que c'est parce que je suis en Australie, c'est très très loin sur la Terre l'Australie. Donc peut-être l'endroit où je suis est beaucoup plus près des étoiles que là où je suis d'habitude. Ça doit être pour ça qu'elles sont si proches. Et puis il doit y en avoir plus parce que c'est un autre pays et elles se sont toutes réunies là pour faire des ciels étoilés beaucoup plus beaux qu'ailleurs. Non, mais ça m'a beaucoup impressionnée. J'étais très très émue, j'arrivais plus à me coucher le soir. Tous les soirs, je partais, il y avait c'était un petit hôtel qui était au bout d'un village, enfin un tout petit village dans le désert. Et il y avait des rochers et j'allais m'asseoir sur les rochers et j'avais vraiment l'impression que si j'avais pu allonger ma main, juste un tout petit peu plus que ce que je faisais là, j'allais les toucher. Et qu'il y en avait beaucoup plus que partout ailleurs. Alors ma question est évidemment totalement idiote. Est-ce qu'il y a des endroits dans le monde où on est plus près des étoiles et où il y a plus d'étoiles qu'ailleurs? Non, il n'y a pas de région de la planète où l'on soit plus proche des étoiles. Parce qu'en fait, les étoiles sont si lointaines, à des milliers de milliards de kilomètres,
que le fait de se déplacer de quelques milliers de kilomètres d'un point de la planète à un autre ne nous rapproche pas particulièrement d'elle. En revanche, il est vrai de dire que le ciel observé par exemple en Australie et plus généralement dans l'hémisphère sud semble être plus beau, avoir plus d'étoiles. Et cela vient de ce que dans l'hémisphère sud, on observe des régions de la Voie lactée, c'est-à-dire notre galaxie, qui sont effectivement plus denses, qui ont plus d'étoiles. D'où cet effet qu'il y a effectivement plus d'étoiles dans l'hémisphère sud. Des fois, quand je regarde le ciel la journée, eh ben, il est bleu clair. Et la nuit, quand je le regarde aussi, eh ben, il est plutôt noir, bleu foncé, quoi. Mais j'aimerais bien savoir pourquoi c'est comme ça. Oui, ça c'est un bon exemple de ces questions très simples mais très pénétrantes qui nous ont fait faire de très grands progrès. Par exemple, cette question, pourquoi la nuit est-elle noire? Eh bien, pendant 3 siècles, les êtres humains se sont posé cette question sans trouver de réponse. C'est en fait un poète, Edgar Poe, qui a eu l'intuition de la réponse. Aujourd'hui, nous savons, la réponse est toute simple, c'est parce que l'univers n'existe pas depuis toujours. Dans un univers qui existerait, qui aurait existé depuis toujours, la nuit serait éblouissante. Alors ici, on voit avec l'œil, les lunettes, les télescopes, mais pour voir ce qu'on ne voit pas, comment fait-on? Eh bien, c'est ce qu'on va voir. Un objet céleste émet des rayonnements électromagnétiques que les télescopes recueillent pour en tirer des informations. Pour les rayonnements visibles, on utilise un télescope optique. Pour les ondes radio, on se sert d'un radiotélescope. Une fois cette énergie collectée par un miroir primaire et focalisée vers un foyer, il faut des détecteurs pour l'analyser. Dans le domaine du visible, l'œil de l'astronome est le plus souvent remplacé par des plaques photo ou des caméras CCD très sensibles dont les images sont traitées par des systèmes informatiques. Mais les images des rayonnements invisibles à l'œil ne seront révélées que par d'autres récepteurs spécialisés. Le télescope idéal doit capter un maximum de rayonnement pour donner les images les plus lumineuses et les plus fines possibles. L'idéal serait donc de réaliser des miroirs géants. Mais les contraintes matérielles se rappellent aux constructeurs de télescopes. Une solution consiste à utiliser des collecteurs de taille plus modeste et de les relier entre eux. On obtient ainsi l'équivalent d'un collecteur beaucoup plus grand, c'est ce que l'on appelle un interféromètre. Les difficultés ne s'arrêtent pas là, car les images que l'on obtient sont déformées par les turbulences de l'atmosphère. C'est pourquoi on place les télescopes le plus haut possible. Mais quel que soit le site, l'atmosphère ne laisse passer que les ondes radio, la lumière visible et une partie du rayonnement infrarouge, tandis qu'elle bloque le reste du spectre électromagnétique. Pour tirer des informations de ces rayonnements, il faut s'affranchir des problèmes posés par l'atmosphère. Pour capturer cette lumière dans tous ses états, il y a sur toute la surface de notre globe de nombreux observatoires équipés de télescopes optiques et infrarouges, ainsi que des radiotélescopes. Mais pour détecter le rayonnement ultraviolet X et gamma qui ne parvient pas au sol, les détecteurs sont embarqués à bord de satellites artificiels qui gravitent au-dessus de l'atmosphère. Faisons donc maintenant l'inventaire des sites les plus prestigieux de l'observation astronomique.
Le meilleur site astronomique du monde se trouve aux îles Hawaï, au sommet du Mauna Kea à 4200 mètres d'altitude. La France, le Canada et Hawaï se partagent un télescope de 3,60 m. La Grande-Bretagne et les États-Unis y ont aussi installé leur propre télescope. Voici le mont Palomar en Californie. C'est un télescope de 5 mètres. Jusqu'à présent, l'observatoire le plus prolifique de toute l'histoire de l'astronomie. L'observatoire du mont Wilson en Californie, c'est un télescope de 2,50 m grâce auquel ont été découvertes l'existence des galaxies et l'expansion de l'univers. L'observatoire de Lick en Californie toujours, c'est un télescope de 3 mètres cette fois-ci. Kitt Peak en Arizona, c'est un télescope de 4 mètres et il y a aussi une tour solaire. L'observatoire du mont Hopkins en Arizona toujours, son télescope est de 4,50 m à miroirs multiples et il préfigure les futurs télescopes géants. Nous partons maintenant au Chili avec l'observatoire de la Silla, altitude 2400 mètres. C'est un télescope de 3,60 m qui est utilisé par les pays européens. L'observatoire du Cerro Tololo, avec un télescope de 4 mètres qui appartient aux États-Unis. L'observatoire de Zelenchuk dans le Caucase, son miroir géant est de 6 mètres. Nous passons maintenant dans le domaine des ondes radio. Avec la station de Nancy, en France, c'est un radiotélescope de 300 mètres de long sur 40 mètres de haut. Le VLA, à Socorro, dans le Nouveau-Mexique, c'est le plus puissant radiotélescope du monde qui s'étend sur 27 km. Arecibo, ensuite à Porto Rico, c'est un radiotélescope de 300 mètres qui est creusé dans le sol et il envoie des signaux à l'intention de civilisations extraterrestres. Et pour finir, les télescopes qui sont embarqués dans l'espace. Nous avons le télescope spatial Hubble qui fournit actuellement les plus belles images du cosmos dans le domaine optique. Le satellite américain Kobe qui photographie l'univers primitif dans le domaine des micro-ondes. Et le satellite IRAS qui observe dans l'infrarouge le milieu interstellaire, la naissance des étoiles et des planètes. Et enfin le satellite Einstein qui étudie les trous noirs en rayons X. L'astronomie, ce n'est pas seulement l'affaire des astronomes, c'est aussi l'affaire de bricoleurs de génie. Il y a des mécaniciens, des techniciens, des ingénieurs qui tous participent au succès des grandes découvertes sur l'univers. Et puis il y a des astronomes amateurs. Deux d'entre eux sont avec nous sur le plateau, Jean-Marc et Arnaud. Bonjour. Bonjour. Vous êtes encore étudiants, mais déjà membres de la Société astronomique de France. Et je sais que vous vous livrez à une activité étrange qui demande infiniment de patience, le polissage des miroirs. Alors Jean-Marc, de quoi s'agit-il ? Le polissage des miroirs consiste à se réaliser un miroir de télescope à la main avec une méthode complètement artisanale. Le travail peut être divisé en 4 phases, dont la première s'appelle l'ébauchage. Il s'agit de creuser le futur miroir avec un disque outil en utilisant des poudres abrasives telles que le carbure de silicium. D'accord, deuxième phase. Ensuite, après une trentaine d'heures de travail, on obtient un miroir parfaitement douci qui ne reflète pas encore la lumière, mais qui est prêt à être poli. Nous rejoignons Arnaud, qui est en pleine activité de la troisième phase. Arnaud effectue le polissage de son miroir. Il utilise un polissoir constitué de pois, qui est une sorte de résine, et utilise également un abrasif très fin qui s'appelle l'opaline. Oui, Arnaud, combien de temps dure cette phase capitale ? Il faut compter une vingtaine d'heures, parabolisation comprise. D'accord. Pour aboutir finalement à l'objet final. L'objet final, le voici. C'est un miroir qui est entièrement parabolisé et qui a été recouvert d'une fine couche d'argent. Et qui est percé d'un trou ? Qui est percé d'un trou parce que c'est un télescope casse-grain, comme le modèle qui est présenté derrière. D'accord. Alors si des téléspectateurs veulent à leur tour se livrer à cette activité de polissage des miroirs, y a-t-il des livres que vous pourriez leur conseiller ? Absolument. Le premier, c'est la Bible du constructeur de télescope, la construction du télescope d'amateur. Il est malheureusement épuisé, mais existe en photocopie à la Société astronomique de France. Oui. Le deuxième, Lunettes et télescopes, de Danjon et Coudert. Un très bon livre également. Merci Jean-Marc et Arnaud. Une dernière question que j'aimerais vous poser. Après ces dizaines d'heures passées à polir les miroirs, quelle est votre première émotion lorsque vous observez avec votre miroir la première étoile ou la première planète ? En fait, c'est un grand moment. On s'aperçoit alors qu'on a vraiment travaillé pour faire quelque chose de beau. Et c'est un moment magnifique. Et quel est l'astre que vous avez observé pour la première fois ? J'ai observé Saturne. Et vous, Arnaud ? Personnellement, je n'ai pas encore achevé la construction de mon premier télescope. Mais j'ai déjà un projet, c'est la photographie d'amas de galaxies. Un amas de galaxies. Ce sont des objets regroupant des dizaines de galaxies liées entre elles par la gravitation. Et c'est un spectacle
grandiose. Mais j'imagine l'émotion que vous aurez lorsque vous obtiendrez la première lueur de cet amas de galaxies. Merci Arnaud, merci Jean-Marc. Revenons à l'astronomie professionnelle et aux technologies de pointe. Figurez-vous que c'est une société française, la société Reosc, qui est le leader mondial dans le polissage des miroirs ultra sophistiqués qui sont utilisés aussi bien sur les grands télescopes au sol que dans l'astronomie spatiale. Un des exemples de réalisation spectaculaire de la société Reosc, c'est ce magnifique miroir plan à structure cellulaire qui a été utilisé en fait sur le satellite SPOT, ce fameux satellite chargé de cartographier la Terre sous toutes ses coutures. Alors, seule la partie supérieure de ce miroir a été métallisée pour vous permettre de voir la structure particulière en alvéole du miroir. Alors, pourquoi? Eh bien, parce qu'en fait, ce miroir-là est creux. Il est absolument impératif pour l'astronomie spatiale d'alléger au maximum les charges embarquées dans l'espace. La société Reosc travaille actuellement sur un projet encore beaucoup plus grandiose puisqu'elle polit les 4 gigantesques miroirs de 8 mètres de diamètre qui seront installés sur le futur site du Grand Télescope européen au Chili. Mais je ne vous en dis pas plus, regardez attentivement. Depuis quelques années, la communauté des astronomes européens s'est mobilisée autour d'une fabuleuse entreprise, construire le télescope le plus performant du monde, le Very Large Telescope, ou VLT. En réalité, ce très grand télescope sera un assemblage de 4 télescopes de 8 mètres de diamètre chacun. Les astronomes ont calculé que la puissance collectée par ces 4 miroirs sera équivalente à celle d'un télescope unique de 16 mètres de diamètre. Mais en agrandissant la taille des miroirs, on augmente aussi leur poids, ce qui n'est pas sans causer quelques problèmes. L'effet de la pesanteur les déforme et ils perdent leur perfection optique. La solution consiste à faire reposer le miroir sur un support dit actif, contrôlé par ordinateur, fonctionnant comme un système de vérins qui permettent de maintenir à chaque instant le miroir dans une forme idéale. L'usine de fabrication du verre se trouve à Mainz, en Allemagne. On assiste ici au coulage de l'un des miroirs géants. À 1400 degrés Celsius, 45 tonnes de verre fondu sont versées dans le moule. En faisant ensuite tourner lentement le moule durant la première phase de refroidissement, le verre acquiert la forme d'un ménisque. Commence alors toute une série d'opérations délicates. Le verre excédentaire est tout d'abord enlevé, puis le miroir entre dans le cycle de céramisation. La céramique de verre, connue sous le nom de cérodure, a un coefficient de dilatation thermique égal à 0, ce qui est très important pour assurer la qualité optique espérée du VLT. Une fois fondus et refroidis, les miroirs doivent être transportés vers l'usine de polissage. Le transport de ces structures géantes et extrêmement fragiles n'est pas chose facile. Tous les moyens de locomotion par voie terrestre et par voie fluviale sont utilisés. Après un long voyage plein de péripéties, le convoi arrive enfin à bon port dans la région parisienne. C'est en effet la compagnie d'optique française Reosc qui est responsable de l'opération du polissage. Durant le processus, le miroir est poli avec une précision de quelques centièmes de millimètre et tout le polissage d'un seul miroir exige 4 années d'un travail de haute précision.
Pendant ce temps, les Italiens s'occupent des énormes structures mécaniques chargées de supporter les miroirs. Ici, près de Naples, sont fabriquées certaines parties de ces structures géantes usinées à une précision d'un dixième de millimètre et qui pèsent environ 130 tonnes. Bien qu'elles proviennent d'un grand nombre d'usines différentes, toutes les pièces constituantes doivent être ajustées avec la plus grande précision lors de leur assemblage à l'usine d'Ansaldo à Milan. Ce test d'assemblage est indispensable aux ingénieurs de l'ESO pour vérifier la fonctionnalité de l'instrument et la concordance avec les spécifications techniques. Les télescopes sont ensuite acheminés vers l'un des endroits les plus désolés de la planète. Au nord du Chili, dans le désert d'Atacama, la nature a créé un microclimat remarquable qui fait de cette région un site idéal pour l'observation astronomique, avec un air extraordinairement sec et pas moins de 350 nuits claires par an. Pendant des années, les chercheurs de sites de l'ESO ont exploré le Chili de fond en comble pour dénicher l'endroit idéal. En 1990, leur choix s'est finalement porté sur le Cerro Paranal, une montagne culminant à 2664 mètres d'altitude, située à 130 km au sud d'Antofagasta, la capitale de la seconde province chilienne. À l'aube du troisième millénaire, le très grand télescope de l'Observatoire européen austral sera un instrument unique en son genre, mis au service de la communauté scientifique mondiale. Dans le célèbre recueil des Mille et une nuits, la princesse Scheherazade raconte que les astronomes, ne suivant pas les usages de tout le monde, les aventures qui leur arrivent ne sont pas celles de tout le monde. Voici les Mille et une nuits de l'astronomie, en compagnie de Jean-Pierre qui nous raconte l'aventure de Tycho Brahe. Savez-vous que le premier observatoire jamais construit en Europe est né grâce à l'apparition soudaine d'une étoile dans la constellation de Cassiopée? L'histoire commence le 11 novembre 1572. À la nuit tombante, un jeune aristocrate danois nommé Tycho Brahe quitte son laboratoire et rentre chez lui. En chemin, il lève le nez vers le ciel pour admirer les étoiles. C'est un nez bien étrange, fait d'un mélange d'or et de cuir collé avec de la glu. 5 ans plus tôt, Tycho s'était en effet battu en duel pour une querelle sur le théorème de Pythagore et il avait perdu son appendice. Donc ce soir-là, Tycho lève le nez au ciel et son regard se fixe tout à coup sur un phénomène extraordinaire. Là-haut, dans la constellation de Cassiopée, qu'il connaît par cœur, brille une étoile qu'il n'avait encore jamais vue. Une étoile nouvelle. Doutant de ses sens, il se précipite chez lui et ordonne à ses domestiques de sortir sur le champ pour regarder le ciel. Tous confirment qu'un astre nouveau est bien là. Tycho est bouleversé, car il entrevoit déjà les conséquences extraordinaires de sa découverte. En effet, depuis le grec Aristote, on pensait que le ciel étoilé était immuable et perpétuellement identique à lui-même. Donc, si une nouvelle étoile apparaît, tout ce que l'on croyait depuis 2000 ans sur l'architecture de l'univers était faux. Ce soir-là, Tycho ne sait pas encore que cette étoile nouvelle sera sa bonne étoile, puisqu'elle fera de lui le plus célèbre astronome de son temps. 4 ans plus tard, en effet, le roi du Danemark, Frédéric II, offre à Tycho une île entière au large du Danemark, l'île de Hven, ainsi qu'une énorme somme d'argent pour y poursuivre, sans aucun souci matériel, ses travaux scientifiques. Un vrai rêve. Tycho Brahe devient ainsi l'un des hommes les plus riches du pays, et il fait bâtir un palais à la mesure de ses ambitions. Ce sera le premier observatoire d'Europe, baptisé Uraniborg, c'est-à-dire le palais d'Uranie, en l'honneur de la muse de l'astronomie. On vient bientôt lui rendre visite de toute l'Europe, y compris les rois et les princes. Tous sont fascinés par cet homme à l'énergie inépuisable,
à la fois savants, architectes, fabricants d'instruments, poètes, astrologues, alchimistes, imprimeurs, mais aussi gros buveurs, gros mangeurs et amateurs de femmes. Mais Tycho Brahe ne se laisse pas trop distraire, et il s'attelle à la grande œuvre de sa vie. Il conçoit de nouveaux instruments de visée, tels que sextants et quarts de cercle, d'une précision jusqu'alors inégalée. Je vous rappelle qu'à cette époque, les observations se faisaient encore à l'œil nu, la lunette astronomique n'ayant été inventée qu'en 1610. Et c'est là que durant 21 ans, aidé par de jeunes assistants, Tycho va repérer la position d'1 millier d'étoiles ainsi que le mouvement des 5 planètes connues. Convaincu que le schéma général de l'univers sera trouvé lorsque les hommes sauront exactement où et comment se placent les astres sur la voûte céleste. Et oui, Tycho Brahe faisait toutes ses observations à l'œil nu, alors quel n'aurait pas été son émerveillement s'il avait pu rentrer dans la boutique d'Andromède. On y retrouve Yves Delay. Bonjour. Eh bien, les astronomes amateurs, comme les professionnels, ont besoin d'instruments pour observer les astres. Voici une lunette astronomique. À l'avant, un objectif qui est un véritable entonnoir à lumière. Son rôle, capter la lumière des astres et former une image à l'extrémité du tube. Pour observer cette image, on va utiliser une loupe un petit peu sophistiquée, composée de 4 à 6 lentilles pour des questions de qualité optique, que l'on appelle un oculaire. Mais bien observer, c'est également observer confortablement. Et pour cela, on utilise depuis quelques dizaines d'années ce que l'on nomme un renvoi coudé qui permet d'observer commodément, sans se tordre le cou, pour se trouver dans l'alignement du tube de l'appareil. C'est également l'utilisation d'une chaise spéciale, réglable en hauteur, pour se trouver à la bonne distance de l'appareil. Voici une lampe de poche quelque peu mystérieuse. Un volet métallique, un filtre vert, un filtre rouge. Que vient faire cet objet dans la panoplie de l'astronome amateur? Eh bien, tout simplement le fait que la nuit, pour bien observer, il faut être en condition d'observation nocturne. En effet, en faible lumière, les cellules de l'œil sont irriguées par une substance chimique qui renforce leur pouvoir d'observation et de détection de la lumière. Mais voilà, lorsque la moindre lumière blanche frappe l'œil, eh bien, cette substance est détruite, vous perdez votre vision nocturne, vous êtes ébloui. Or, la nuit, on a besoin d'y voir pour lire une carte, pour regarder un globe céleste, pour régler un appareil, pour prendre des notes. Et à ce moment-là, une seule solution, la lampe astronomique qui, grâce à son filtre rouge, voire au filtre secondaire vert, vous permettra de voir sans être ébloui en parfaite condition d'observation nocturne. L'astronomie vous intéresse, vous avez envie de prolonger cette émission, voici plusieurs façons de procéder. D'abord, un CD-ROM qui, sur un ordinateur, vous permettra de visiter le système solaire, de voyager à travers les galaxies à bord d'un vaisseau spatial que vous piloterez vous-même, Redshift. Et puis quelques livres sur le sujet vedette de notre émission, La lumière de Christian Huygens, un ouvrage historique, Couleur des étoiles de David Malin, qui envisage l'aspect scientifique de la question, et 2 ouvrages, La lumière, c'est le titre commun, un chez Casterman, l'autre chez Bordas, qui s'adresse à nos jeunes amis avec des expériences à réaliser. Enfin, une revue, La Recherche, qui dans son numéro de mai va nous parler des quasars filtres de l'univers, ou comment ces astres mystérieux nous permettent de décoder les profondeurs des galaxies. Enfin, si toutes ces informations vous intéressent, vous les trouverez dans notre Minitel 3615 France Télévisions à la rubrique Cassiopée. Ces étonnants panneaux de signalisation cosmique ont été réalisés à l'initiative de la Fondation 93. Parmi eux, un panneau qui m'était particulièrement cher, les enfants des étoiles. Oui, nous sommes tous des enfants des étoiles. Mais comment l'homme repère-t-il la position de sa petite planète Terre au milieu de toutes ces planètes et de toutes ces étoiles? Notre rubrique éphéméride vous le dira chaque mois. Les éphémérides, ce sont les tables et les cartes célestes qui calculent pour chaque jour de l'année les configurations remarquables des planètes. Alors, astronomes en herbe, prenez vite une feuille de papier et un crayon pour écouter les éphémérides du mois de mai présentées par Véronique. Le dimanche 14, avis aux amoureux, la lune sera pleine.
Elle se trouvera dans la constellation de la Balance, et vous voyez que Jupiter n'est pas loin. Eh bien Jupiter, dans les jours qui vont suivre, va se rapprocher de la Lune. Et le 16, vous verrez un magnifique spectacle à 2 heures du matin. Jupiter et la Lune seront tout à côté l'une de l'autre. Le 21, les anneaux de Saturne disparaîtront de vos lunettes, mais ne vous affolez pas, ils ne se sont pas envolés. Et si vous voulez comprendre pourquoi ils ont momentanément disparu, suivez notre prochaine émission dont le thème est Saturne et ses anneaux. Le 23, Jupiter aura son plus bel éclat de l'année. Vous la voyez ici entre la constellation d'Ophiuchus et celle du Scorpion. Sa magnitude égale à -2 la rendra plus brillante qu'Antares, l'étoile principale du Scorpion. Et Vénus dans tout cela? Eh bien Vénus a rendez-vous avec la Lune le 27. Voici le ciel à 4 heures du matin avec la Lune et Vénus. Et on se rapproche. Et cette animation que vous voyez vous montre les minutes qui précèdent la rencontre. À 4h33 précise, le disque presque noir de la Lune occultera la planète, qu'on appelle aussi l'étoile du Berger. Alors l'erreur dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous l'avez trouvée? C'était simple. Le rouge se trouve évidemment du côté de l'infrarouge, c'est-à-dire vers les basses longueurs d'onde, tandis que le violet se trouve du côté de l'ultraviolet, vers les courtes longueurs d'onde. Il suffisait donc d'inverser les couleurs de l'arc-en-ciel. Nous voici à la fin de ce magazine. Merci Hubert de nous avoir accompagnés pour cette première émission. On retrouve Jean-Pierre le mois prochain. Quel sera le thème de l'émission? Un très beau sujet. Profitant de la disparition des anneaux de Saturne, comme tu nous l'as appris dans les éphémérides, nous parlerons des anneaux de planètes. Le ciel a toujours inspiré les poètes. Alors avant de nous quitter, on écoute Jacques Bonafé dans un poème d'Yves Thierry. Année-lumière. Année-lumière. Nos nouveaux songes. Nos nouveaux anges. La descente du temps sur nous comme une neige, si lente, avec cette vitesse de vertige. Ange du devenir qui neigeait la lumière, année-lumière. Année-lumière, année-lumière, chute à jamais d'un mariage d'anges. Lumière unie éternellement aux années. Elles descendent les échelles de l'éther. Elles n'ont d'être que d'être par nous pensées, et pourtant, nous voyons leurs couples absolus, le mal temps épousant la lumière, peupler le ciel de leurs noces milliardaires, dont le cortège ailé descend les révolus échelons invisibles des âges. Année, lumière. Lumière et triomphe d'année, unis jusqu'à n'exister plus que par ces points d'or bleu que nous sont vos messages. Quel enfant de pensée allez-vous enfanter ce soir? Quel signe ou quel pardon pour le salut de vos 40 sœurs, les fautives années? Les voici écoutant descendre vos clartés et formant vers vos feux d'astres fous leurs prières. Ce soir, année-lumière. Année-lumière, apprenez-nous votre silence. Année-lumière, annoncez-nous la connaissance. Année-lumière, apportez-nous l'inexistence.